je vais faire le tour du monde des films. Alors non, je te rassure, j'ai pas prévu de concurrencer le bilan carbone de Bernard Arnault, je vais faire tout ça depuis mon salon. Mais en gros, depuis des années, sur l'époque de ma chaîne Twitch, je m'étais lancé un défi, répertorier un film par pays et tous les voir. Et quand je dis tous, ça veut dire beaucoup. Mais combien exactement ? Si on se base sur la liste officielle des pays reconnus par l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, on dénombre 193 pays et 2 États observateurs qui sont donc le Vatican et la Palestine. Donc un total de 195 pays. Donc 195 films à voir. Ouais, je sais, ça fait un petit tas. Pendant toute l'année à venir, je vais sortir une vidéo par mois en te présentant entre 15 et 20 films à chaque fois, par ordre alphabétique. Je vais commencer par l'Afghanistan dans cette vidéo, pour finir avec le Zimbabwe en 2027. Ouais, ambitieuse, c'est mon deuxième prénom. Je suis déjà épuisée d'avance. Attends, faut que je boive un coup là. Tu sais que je ne pense absolument jamais à m'hydrater. Il y a des jours où en fait je m'enchaîne 4 films d'affilée et à la fin de la journée, coucou, je suis un pruneau. Mais j'avoue, j'ai trouvé une alternative plutôt pas mal. Je suis passée chez Oli, et oui. Forcément, je l'ai déjà vu chez d'autres copains créateurs et donc j'ai voulu tester par moi-même et c'est vachement bon. Je vais dire ça tout court, j'ai défoncé ma première boîte, c'était celle hydratation et oh, le sachet au citron. C'est une alternative au soft classique, sans sucre, mais avec quand même vraiment du goût et ça m'a fait sentir à quel point je ne m'hydratais jamais. Ah, mais boire c'est bien en fait. J'avais peut-être raison en fait du CBD. Donc maintenant, dès que je me lance un film, je prends un sachet, j'ajoute de l'eau, je shake et bim, ça fait des chocs à pic. Moi, j'ai le starter pack de luxe avec les packs hydratation, Ice Tea, milkshake et énergie. Autant te dire que je vais éclater la Ice Tea, je pense. Et donc, si toi aussi tu es nul pour t'hydrater, tu as moins 10% avec le code MAMI sur ta commande ou en flashant ce QR code. Et je te promets qu'à partir de maintenant, je vais m'hydrater en regardant mes 195 films. 195 ? Pourquoi je m'inflige ça ? À la tienne. Mais alors, question très importante, comment je choisis les films ? Parce que oui, il va falloir faire un choix dans la filmo de tout un pays. Mon but en gros, c'est de prendre un film qui représente le pays en question, de par la nationalité de son ou sa cinéaste, par son lieu de tournage dans le pays en question, son sujet, sa manière de faire résonner sa culture, etc. Et en fonction de ce que je trouve aussi, on va pas se mentir. Parce que même si Internet est tout puissant et gigantesque, parfois c'est un petit peu la croix et la bannière pour trouver certains films. Des fois, trop bien, ils sont sur des plateformes ou en VOD. Donc ça me coûte juste le prix d'un abonnement ou d'une location. Donc n'hésite pas évidemment à t'abonner à cette chaîne pour que je puisse avoir beaucoup d'argent et payer tous ces films. Ensuite, il y en a quelques-uns que j'ai déjà eu la chance de voir au ciné ou en festival. Il y en a d'autres, quand même pas mal, que j'ai trouvé sur YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Et puis il reste ceux qui, malgré mes grandes recherches, je trouverai jamais rien de plus que la bande-annonce. Alors non, c'est pas tricher, je vais vraiment essayer de faire tout mon possible, mais parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un énorme projet dans lequel j'ai envie de me lancer avec vous, et j'espère qu'il va vous plaire. Bon allez, assez blablaté, sur ce, c'est parti pour le tour du monde des films. Hey! Ah oui, et juste je préviens, comme je ne veux pas écorcher certains noms de titres dans les langues que je ne maîtrise pas, je vais les prendre soit en français, soit en anglais si je les trouve, et si je les trouve pas, désolée par avance. On suit l'histoire d'un vieil homme et de son petit-fils, dans une Afghanistan dévastée par la guerre. Le vieil homme est hanté par les fantômes de sa famille disparue, et il part à la recherche de son fils pour lui annoncer que son village a été bombardé. Ce film, c'est l'adaptation du roman du même nom du réal. Justement, Atiq Raimi. Personnellement, j'en avais déjà entendu parler car je savais qu'il avait été présenté au Festival de Cannes en 2004, si je ne m'abuse, et qu'il avait gagné le prix Regard sur l'avenir. La grande époque des catégories qui ont des noms bizarres mais qui parlent bien. Parce que ouais, c'est un film qui propose une véritable poésie dramatique, puisqu'on y voit la guerre à travers le regard d'un vieil homme qui a quasiment tout perdu, sauf son petit-fils, qui est devenu sourd à cause des bombardements, et qui doit retrouver son propre fils pour lui avouer que tout le monde a disparu. C'est en fait un témoignage de ceux qui restent, de ceux qui endurent la perte et la désolation pendant une guerre qui semble ne jamais s'arrêter. Pour de vrai, j'ai été réellement émue par cette histoire, qui est forcément très lente et dure,
mais dont les silences veulent dire beaucoup plus que les paroles. Et je pense que c'est un très bon film pour commencer ce tour du monde dans la joie et l'allégresse. Et c'est un très bon film, vraiment. Un vaisseau spatial s'arrête au-dessus de Johannesburg, en panne. Comme les aliens à son bord ne peuvent pas repartir, un camp de réfugiés est construit aux abords de la capitale sud-africaine pour les accueillir. Sauf que ça fait 20 ans que c'est comme ça, et que les habitants ne veulent plus de réfugiés chez eux. Pardon, mais il n'y aurait pas un petit sous-texte là, hein? Le film est tourné comme un mockumentaire, donc un faux documentaire dans lequel on suit un bureaucrate un petit peu trop enthousiaste, Wikus, qui parcourt le bidonville des crevettes. Oui, c'est vrai que les aliens y ressemblent à des petits cocktails de fruits de mer, on va pas se mentir. De base, l'histoire est inspirée d'un court-métrage du réal Neil Blomkamp, qui est donc sud-africain, et qui voyait par ce film de science-fiction une manière justement d'aborder l'apartheid autrement. Eh ben bravo Neil, on s'en serait jamais douté. Mais en vrai, ça marche extrêmement bien. Les thématiques de discrimination, de ségrégation sociale sont super bien abordées et en vrai, on y croit. Et c'est sans parler de l'aspect hyper réalisé des aliens qui sont designés par Weta Workshop, la société d'effets spéciaux de Peter Jackson, qui n'est que producteur sur le film. C'est quand même pas mal. Alors pour le coup, moi j'aime un petit peu moins la seconde partie du film qui perd ce côté mockumentaire found footage, mais le message qu'il porte, il reste vachement efficace et je pense sincèrement qu'il fait de lui juste un des meilleurs films de science-fiction des années 2000. Dans l'école d'un petit village d'Albanie, chaque classe a son slogan. Oui, un slogan, une phrase que cette classe va écrire avec des pierres en géant sur une colline et porter fièrement comme un hymne. Le nouveau maître de biologie, André, va découvrir ce que ça implique. Et ça implique de servir le parti, avec ses règles communautaires ultra strictes et placées sous le signe de la délation en l'honneur du communisme. C'est sympa comme pitch, Et en tout cas, c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, parce qu'en Albanie, les bureaux de propagande du Parti communiste faisaient ériger par les élèves des écoles des immenses slogans en pierre sur les versants des collines. C'est comme aller en cours d'art plastique mais avec des gros cailloux et l'ombre de Staline qui plane sur toi. En vrai, ce film, il montre une partie de l'histoire albanaise qui est totalement méconnue du reste du monde. Et il le fait dans un style très naturaliste, sans jugement, montrant très simplement toute l'absurdité et la folie des camarades du parti qui imposaient ça. Et il pose aussi la question de l'engagement politique d'un cinéaste, parce que par exemple, j'ai adoré une réponse qu'a donnée le réalisateur à une interview pour Allociné en 2001, où il disait que pendant le tournage, j'avais peur des réactions du public, ceux qui regardaient par hasard m'ont toujours posé les mêmes questions, vous êtes démocrate ou communiste? Et moi je répondais, je suis réalisateur. Et je trouve que ça prouve bien que le cinéma, c'est aussi un vecteur de transmission de l'histoire et de la politique. En arabe algérois, Papicha désigne une jeune fille coquette qui ne porte pas le hijab. Et c'est donc l'histoire de Nejma, qui rêve d'indépendance et de devenir styliste, au point d'organiser un défilé. Sauf qu'à Alger, où elle étudie, c'est la guerre civile, et les répressions sont violentes contre ceux et celles qui ne suivent pas la norme dictée par les islamistes. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. C'est avec ce récit semi-autobiographique que la cinéaste Mounia Medour réalise son premier long métrage de fiction. Il raconte, à travers le personnage joué par l'excellente Lina Caudry, la vie que seule une femme qui a enduré ses affres peut partager. En gros, c'est du vécu, ça sent le vrai. Je trouve que c'est un bel appel à la sororité dans une Algérie des années 90 qui en a beaucoup trop pâti. Et on pourrait se dire que en 2019, quand le film sort, le message il est compris. Mais non, puisque les projections publiques du film ont été interdites en Algérie, sans réelle explication de la part des autorités. Ce qui n'a évidemment pas empêché qu'en France, ils reçoivent les Césars du meilleur premier film et du meilleur espoir pour Lina Caudry. Perso, moi je pense que c'est juste un de mes films coup de cœur de 2019 et je pense qu'il est très utile et important à voir pour mieux comprendre notre monde. Dans un lycée allemand pendant les années 2000, un prof donne un exercice un peu particulier à ses étudiants. Pour leur faire comprendre ce qu'est une dictature, il les laisse en créer une. La vague, avec son symbole, son uniforme et ses règles. Ce qui devait être de base une expérience pour dénoncer les idéologies autocrates, va mal finir, tu t'en doutes. Alors oui, j'ai choisi un film sur la dictature pour l'Allemagne.
En vrai, mon cœur y balançait plutôt vers un Murnau ou un Fritz Lang. J'avais aussi pensé à Tony Erdmann, que j'aime beaucoup. Mais quand je vous ai demandé sur mon Insta quel film vous verriez pour représenter l'Allemagne, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de La Vague. Et je comprends vraiment pourquoi. On va pas le nier, l'Allemagne, elle a une histoire quand même politique assez terrible. Et bon, je vais pas vous refaire tout un cours d'histoire du XXe siècle. Mais justement, je trouve qu'avec La Vague, c'est une manière d'aborder cette histoire avec un contexte actuel et malheureusement assez universel. Parce que oui, c'est un film allemand, ok, mais on le ferait aujourd'hui aux États-Unis, ça résonnerait vachement fort. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert ce film pendant nos cours d'histoire au collège ou au lycée, et ça fait partie de ces films utiles pour mieux comprendre notre monde encore une fois. Et puis c'est un super film, on va pas se mentir, parce que moi je l'adore, je l'adore. Un couple vivant dans un petit village en Andorre accepte d'accueillir une famille juive alors qu'elle est en train de fuir les nazis pour se réfugier en Espagne, mettant leur propre vie en danger. Mesdames et messieurs, j'utilise mon premier joker bande-annonce. Parce que oui, trouver un film qui vient d'Andorre, c'est chaud patate. Et c'est peut-être un peu dû au fait que le pays en entier fait 4 fois la taille de Paris. Peut-être. En vrai, de manière générale, j'ai plutôt trouvé des documentaires qui ont été faits en Andorre sur la culture d'Andorre et assez peu de fiction. Et le film de Trullente, c'est, on va dire, l'un des plus récents que j'ai chopé et surtout, c'est une coproduction entre l'Espagne et Andorre, mais entièrement tourné en Andorre et qui raconte une part de son histoire. Bon, malheureusement, le tournage du film a commencé le 5 mars 2020 et coucou, le Covid est arrivé juste après. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Pour autant, j'ai cru comprendre qu'il avait été nommé au Goya, donc c'est les Césars espagnols, dans, je crois, pas moins de 20 catégories. Bon, après, je dis je crois, parce que perso, moi j'ai fait italien LV2, donc j'ai pas tout compris l'espagnol, désolée. Mais en tout cas, si l'un d'entre vous a déjà vu le film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, parce que les images ont l'air canon et j'adore l'affiche, elle est trop belle. Dans ce court-métrage, on voit comment un sympathisant de la résistance angolaise est torturé par l'armée portugaise alors que sa femme attend son retour. Tout ce qui fait que ce film existe est incroyable. Déjà, il est basé sur un roman, celui de l'écrivain angolais José Luandino Vieira, le complet de Mateus, qui était alors emprisonné par le pouvoir colonial portugais. Le film a été réalisé par Sarah Maldoror, une cinéaste française, mais qui est en fait devenue l'une des pionnières du cinéma africain et qui a surtout permis de donner une visibilité sur les guerres de colonisation africaines. C'est entre autres une proche d'Aimé Césaire de Frantz Fanon, par exemple. Et alors qu'elle est en plein montage de Mon Nom de Gambi, elle rencontre les membres de l'Art Ensemble of Chicago pendant un de leurs concerts parisiens et leur propose de sonoriser le film. L'orchestre le voit, ils adorent, et banco, ils lui enregistrent la bande-son. Et gratos. Ça, si c'est pas de la solidarité. Sarah Maldoror réalise dans la même lignée Sambizanga, un long métrage sur la guerre d'indépendance de l'Angola qui a pour le coup reçu plein de prix en festoche, mais pas moyen de mettre la main dessus. Voilà, c'est dommage, parce que ça aurait été super. Mais s'il y a bien un nom à retenir, c'est celui de Sarah Maldoror. Quelqu'un de si important pour le cinéma. Inspiré d'une histoire vraie, le film raconte la rencontre et l'histoire d'un couple. Alors que Love revient sur l'île d'Antigua et Barbuda après un séjour au Canada et peine à se réadapter à sa vie sur la petite île. C'est tout simplement le premier long-métrage produit par Antigua et Barbuda. En 2001. Ouais, il a fallu du temps. Mais c'est arrivé, donc c'est trop bien. En vrai, je suis trop deg, parce que en gros, quand j'ai commencé ce projet il y a genre 4 ou 5 ans sur Twitch, j'avais trouvé le lien pour voir le film en entier, j'avais même commencé à le voir, mais depuis, il a disparu. Donc, encore une fois, j'ai juste la bande-annonce. Désolée. Mais c'est trop intéressant en tout cas de voir comment le film semble montrer la vie locale, à quoi ressemble justement le paysage de Antigua et Barbuda, sans pour autant l'idéaliser, mais en le connaissant vraiment. Alors oui, c'est une comédie romantique, on va pas se leurrer, et puis je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de triangle amoureux, de bouleversement personnel et professionnel, et une histoire de mangue. Ça va plaire à Louis Sarkozy cette histoire, c'est sûr. Dans une culture très conservatrice où les femmes ne sont pas libres, la petite Wadja veut son indépendance. Et elle prend la forme d'un vélo. Elle rêve de faire du vélo, mais on le lui interdit.
Wajda va donc participer à un concours pour gagner l'objet de ses rêves et affirmer sa liberté. C'est typiquement pour ce genre de film que j'avais envie de faire ce tour du monde. Parce qu'en gros, quand j'ai vu Wajda pour la première fois il y a quelques années maintenant, j'ai été tellement choquée par sa justesse, par son message et juste par sa simple existence. C'est le premier long-métrage officiellement produit par l'Arabie Saoudite et surtout réalisé par une femme, Haifa Al-Mansour. Il faut remettre un peu dans le contexte parce que à l'époque, le pays n'avait pas de cinéma, pas de cinéaste, et il interdisait beaucoup de choses aux femmes, comme par exemple se promener dans les espaces publics. Ce qui fait que la cinéaste a dû diriger certaines scènes depuis un van grâce à un talkie-walkie. Bon, évidemment, elle a quand même eu l'aval des autorités pour réaliser son film, ce qui est en soi déjà un énorme pas en avant pour le pays. Et vu que le sujet est profondément féministe et engagé, ça fait du bien pour changer les mentalités. Alors oui, évidemment, ça va pas marcher comme ça d'un coup, mais je trouve que c'est déjà un début. Et petite cerise sur le gâteau, mais c'est Max Richter qui a fait la musique du film, et je vous invite évidemment à l'écouter en boucle, parce qu'ici, on est ultra fan de Max Richter. J'adore. Dans ce film à sketch, on suit 6 histoires dont le thème principal est la vengeance. D'un homme qui réunit toutes les personnes qui lui ont fait du mal dans un avion, d'une course-poursuite en mode qui c'est qui a la plus grosse vengeance, d'un couple qui se trompe à tire-larigot pour se faire bien du mal. Bref, 6 histoires qui, comme dirait Ron Burgundy, Boy, that escalated quickly. J'adore ce film. Parce que moi déjà, le principe de films à sketch qui sont plus ou moins reliés, ça m'éclate. Mais là, le réal, Damien Sifron, il s'en est donné, mais alors à cœur joie pour aller toujours plus loin dans la vengeance la plus extrême de ses persos. C'est coloré, c'est joyeux, c'est méga sanglant et super graphique. On adore. Le film était présenté au Festival de Cannes en 2014 et il a même représenté l'Argentine aux Oscars du meilleur film étranger l'année suivante. En vrai, c'est un film qui est purement cathartique, qui fait du bien à tout ce qu'on enfouit en nous pour ne pas exploser justement. Et oui, les cinéastes ont des manières assez variées de s'offrir des thérapies. Alors, je sais que le film peut choquer certains, parce que c'est vraiment violent. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien, au fond. Et je pense que c'est aussi ça, la force du cinéma, c'est d'imaginer à l'écran ce qu'on ne fera pas vraiment. Ouais. Alain est un auditeur français appelé à expertiser un nouvel aéroport dans la République autoproclamée du Haut-Karabakh, qui se trouve entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous les jours, il voit un jeune garçon traverser la piste avec des bouteilles d'eau. Cette rencontre permet la confrontation entre deux mondes, ce spectateur et les habitants de cette ville qui vivent si près d'une frontière en guerre. Ce premier film, donc de la réalisatrice Nora Martirosyan, c'est un peu une exception dans le monde des festivals de cinéma, puisqu'en 2020, il est le tout premier à avoir concouru à la fois dans la sélection officielle du Festival de Cannes et dans la sélection de l'ACID, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Preuve que c'était un film trop important et que tout le monde le voulait dans sa team. Et c'est vrai que, oui, il joue plutôt bien son rôle, parce que nous, en gros, on est Alain, ce gars qui vient faire son taf, mais qui ne comprend pas la culture qui l'entoure. Sauf que la guerre, c'est réel, et il découvre ce que vit cette population du Caucase. L'aéroport, dans le film, c'est un peu une voie vers la libération pendant la guerre, et il est le seul à pouvoir faire ouvrir ou non cette voie. Alors oui, c'est très lent, et c'est plutôt du genre cinéma contemplatif, atmosphérique. Mais quand on parle ainsi d'une réalité, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. 3 drag queens, Mitzi Wonderbra, Bernadette et Félicia Boutentrin, décident de traverser l'Australie, de Sydney jusqu'au casino d'Alice Springs, à bord de Priscilla folle du désert, leur tourbus repimpé pour l'occasion. Durant les 2000 km de leur trajet, elles vont être confrontées au regard et au jugement des autres, dont elles disent s'en foutre, mais qui font bien plus mal que ce qu'on en pense. Alors oui, pour l'Australie, j'avais du choix. Mais en vrai, je suis désolée, c'était impensable pour moi de ne pas citer Priscilla. Déjà, parce que en vrai, c'est le film qui m'a fait découvrir le drag, avec tous ces messages de bienveillance, d'acceptation, sous couvert évidemment de paillettes et de lip sync. On adore. Et depuis, évidemment, je me suis regardé tout RuPaul et j'attends Drag Race France avec impatience chaque été. Mais alors, juste d'un point de vue cinématographique, on a le méchant de Matrix, le méchant de Superman et le méchant d'Iron Man en talons aiguilles de 20 cm qui sont en train de slay un I Will Survive légendaire. First I was afraid.
moi, c'est ma joie absolue, ça. Après, bien sûr, le film il évoque aussi toutes les discriminations que peuvent vivre les personnes homosexuelles et transgenres, mais sans jamais être moralisateur, juste factuel et intelligent. Il a été présenté au Festival de Cannes en 1994, meilleure année, dans la sélection Un certain regard, et il a même gagné un prix des meilleurs costumes aux Oscars. No kidding, ils sont juste incroyables. C'est magnifique. Après, c'est un film qui a quand même ses faiblesses, surtout sur la représentation des personnages féminins, mais qui permet de donner de la visibilité à la communauté LGBTQIA+, et ça, dès les années 90. C'est quand même assez incroyable. Et c'est aussi une très bonne manière de découvrir l'Australie à travers les fenêtres de Priscilla. Même si, perso, je fous pas un pied dehors avec toutes les bestioles meurtrières qu'ils ont la tête. Dégueulasse. Une famille arrive tranquillement dans leur maison de vacances au bord du lac. Mais quand les amis des voisins viennent leur demander des œufs, on peut dire que ça tourne mal. Très mal. Sur mon letterbox, j'ai écrit « Contrairement à ce qui est annoncé, ce film n'est pas du tout funny. Marre des titres mensongers. » N'hésite pas évidemment à me suivre sur mon letterbox si tu veux plus de critiques de qualité, n'est-ce pas? Alors oui, si tu as trouvé le film drôle, va consulter s'il te plaît. Parce que dire que c'est de l'extrême violence, j'appellerais ça un euphémisme. C'est un film qui est vraiment un piège. Autant pour les personnages dedans que pour le spectateur. C'est deux preneurs d'otages, donc s'amusent à torturer une famille, mais avec le personnage de Paul qui casse sans cesse le quatrième mur pour justement interpeller le spectateur et lui dire de bien regarder, c'est nous qui prend en otage. En fait, le film, il n'est pas juste sur la violence. Il questionne notre consommation de cette violence. Donc forcément, à sa sortie, les avis étaient assez partagés. Il y en a qui le trouvaient trop sadique et d'autres trop hypocrite. En fait, de base, Haneke, il voulait tourner le film aux États-Unis, mais pour des raisons pratiques, il l'a fait dans son propre pays, l'Autriche. C'est pour ça qu'il en a fait un remake lui-même en 2007 avec Naomi Watts et Tim Roth pour justement toucher le public qu'il visait de base. Alors, je te préviens, il y a plein de trigger warnings. C'est pas un film dont on sort tout guéri, mais j'avoue que l'audace dont il fait preuve m'a plutôt éclaté. Et en vrai, heureusement qu'on a des films aussi radicaux pour rappeler que le cinéma lui-même, c'est un médium radical. Par contre, il y a un chien qui meurt à un moment. Désolée, je spoil, mais il fallait que je le dise, ça me... Ah, si j'avais su. Asghar, un jeune homme d'affaires, rêve de se marier d'amour. Mais à Bakou, à cette époque-là, les traditions interdisent aux futurs époux de se rencontrer avant les noces. Asghar va donc se faire passer pour un vendeur de tissus en porte-à-porte pour chiner tranquillement. Il fait la connaissance de Gulchora, qui tombe amoureuse de lui, mais craint que son père n'accepte pas qu'elle épouse un vendeur de fringues. Et tout ça en 1h45 de comédie musicale sur décor en carton-pâte. Ouais, sexy, je sais. Mais en vrai, j'ai grave kiffé. Pardon, mais c'est juste fou de se dire que dans les années 40, il y a pu avoir une super production comme ça, parce que en vrai, ok, c'est kitschouille. Mais c'est beau et c'est bien fait. C'est un film absolument iconique de l'Azerbaïdjan qui a été montré dans plus de 130 pays et qui a été sous-titré dans plus de 80 langues. Et il a même eu le droit à sa version restaurée en 2013. Bravo. D'après mes sources, l'histoire est inspirée d'une des toutes premières opérettes du monde musulman. Donc oui, on n'est pas forcément habitué à ce genre de cinéma, mais c'était plutôt pas mal de découvrir l'Azerbaïdjan de cette manière-là. Enfin, de redécouvrir. Parce que pour le coup, mon tout premier taf, il était en rapport avec ce pays. Mini instant storytelling personnel, mais en gros, mon premier taf de ma vie, c'était d'être monteuse durant l'été 2014. Je travaillais pour une petite boîte de prod à côté de mon village qui travaillait justement sur la captation du Festival des Feux d'Artifice de Cannes. Oui, ça existe, je sais. Et cette année-là, c'était justement l'Azerbaïdjan qui était à l'honneur. Donc, mon premier taf, c'était de faire du montage multicam de feux d'artifice azerbaïdjanais. From fireworks to comédie musicale, il n'y a qu'un clic. Et c'est sur cette anecdote totalement personnelle et pas du tout intéressante vu le contexte que se termine cette première vidéo de mon tour du monde des films, en commençant par les pays en A. N'hésite pas aussi, toi, à me dire dans les commentaires si tu as des recos par rapport à tous les pays dont on vient de parler, parce que chacun fait son petit tour du monde comme il veut. On se retrouve le mois prochain avec la suite, donc probablement les pays qui commencent par la lettre B. Pareil, si tu as des rêves de films du Bhoutan ou de Belize, vraiment lâche-toi. Je te mets la liste juste là. Si tu as déjà des recos, mets-les-moi en commentaire, je prends tout.
Mais si ça te revient après, je vais aussi te demander sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Pense évidemment aussi à t'abonner ici et à activer la cloche pour ne pas louper le moindre épisode de ce tour du monde. Et sur ce, bon voyage. Je suis vraiment nulle en conclusion. Je sais jamais quoi dire.